Bon, écoute, Johnny, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, mais je te suis. On en parlait juste avant de commencer sur les réseaux. Au moins, ça aura le mérite, tu vois, parfois de relancer une reprise de contact. Et j'ai vu plusieurs posts là sur Instagram que je trouvais intéressants que tu as fait sur le MMA. Et comme je sais qu'on est un peu pareil, qu'on aime bien réfléchir en système, chercher, voilà, qu'on est un peu en évolution constante, vu que ça fait justement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je voulais un peu eh ben, qu'on discute de tes trouvailles, de tes peut-être les nouvelles idées, les concepts que tu as pu développer et tout depuis, je sais pas, ça doit faire 2-3 ans facile qu'on n'a pas discuté. Donc voilà, là tu parlais de la posture, tu parlais de la distance. Je sais qu'il y a, bah déjà, ouais, il y a au moins 3 ans, tu t'étais beaucoup sur l'idée de la garde en fonction de la distance, des différents types de garde et tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, bah, si tu peux voilà, un peu partager tes réflexions, est-ce que tu as testé ces derniers temps, qu'est-ce qui a changé, voilà. Bah, déjà, en fait, là, ce qui a changé ces derniers temps, c'est que je coach beaucoup plus que d'habitude et beaucoup plus de compétiteurs. Ouais. Donc, que ce soit des amateurs et des pros, beaucoup plus régulièrement. Donc ça, c'est intéressant, même si on peut avoir, on peut avoir des combattants qui sont loisirs et qui font du sparring et faire des recherches comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est Mmh. assez intéressant avec des compétiteurs parce que tout est passé au crible tu sais, de la compétition. Donc du coup, il Mmh. doit être beaucoup plus précis, beaucoup plus l'évolution, elle est beaucoup plus rapide quoi. Normalement, d'un Ouais. combat à l'autre, il faut qu'ils évoluent et tout. Puis tu as une pression de résultat, tu vois. Du coup, il y a quelques, bah, je suis toujours sur les mêmes choses. Les notions, j'appelle ça spatio-temporel. Ça fait un peu Rick et Morty, mais c'est vrai. Et en fait, je suis toujours sur ça, sur les déplacements, le placement, le positionnement dans la garde, etc. Et et le timing, le coup d'œil, tout ça. J'en viens de plus en plus. Par exemple, là, j'ai fait 6 semaines, 5 semaines de coaching, toutes les semaines en déplacement avec des fois plusieurs combattants qui combattent sur des événements, plus les championnats du monde qu'il y a eu il y a pas longtemps où il y a eu je sais pas combien de combats dans la semaine avec l'équipe de France et tout. Plus les sparring et tout ça, ce que j'ai remarqué, moi j'aime bien trouver des dénominateurs communs. J'aime bien trouver des patterns qui se reproduisent et tout. Après, c'est peut-être un biais cognitif, mais en tout cas, ce que je remarque en ce moment et ce qui fait la particularité du MMA, c'est la posture. C'est-à-dire que ce que je mettais dans l'article Instagram, c'est la posture, le combattant qui arrive à maintenir une posture, je vais dire, disponible, que ce soit en défense ou en attaque, le plus longtemps dans le combat et le plus souvent, et le plus à même de produire des dégâts et de finir le combat, en tout cas de le dominer bah, la plupart du temps. Du coup, c'est un dénominateur que j'ai remarqué. Et si tu regardes, tu enlèves le son, tu regardes les combats et tu regardes la posture. Après, il faut définir ce qui est posture. Posture, pour moi, c'est une posture où il peut frapper, faire des dégâts, défendre. Je parle de la position debout, hein. Je parle là de la position de shoot boxing, c'est-à-dire boxe plus lutte, d'accord. Plus dans l'opening, au centre de la cage, mais même un peu contre la cage aussi. Celui qui est capable de maintenir une position où il est autant capable de faire des dégâts que de défendre, en lutte aussi, hein, le plus souvent dans le combat, donc à sa posture la moins compromise pendant le combat, en général, c'est celui qui gagne. Et des Mmh. fois, c'est très rapide, hein, parce que dans les premières minutes du combat, souvent, il y a un rush d'adrénaline qui fait que tu perds ta posture très vite quand ton adversaire t'attaque. Et là, tu peux perdre rapidement parce que tu es hors posture. Tu peux plus contre-attaquer, tu peux plus défendre, tu peux plus faire de dégâts. C'est pour ça qu'on voit souvent des sortes de lucky punch et des combats. Moi, quand je combattais, si je perdais pas dans les premières minutes, je gagnais le combat en général. Mmh. Parce que j'avais un problème de régler ma posture très tôt dans le combat, qu'elle soit hermétique, qu'elle soit équilibrée et tout. Quand je dis équilibré, c'est sur les appuis, tout ça. Donc, il n'y a pas de norme de posture type, même si je commence à quand même en voir quand même quelques-unes, tu vois. Mmh. Mais là, en ce moment, je mets un gros accent
sur la posture. C'est-à-dire que peu importe la frappe, comment elle est mise, il faut que d'où tu pars et d'où tu reviennes, ça soit tout le temps équilibré et disponible. Et aussi, un truc qu'on oublie, prêt à recevoir des impacts. Parce que là, c'est des petits gants. Donc ça passe rapidement, ça tu le disais dans une de tes vidéos d'ailleurs il y a un moment. Du coup, faut que tu sois prêt à recevoir des impacts. Faut que tu sois prêt à absorber des impacts. Une posture qui soit prête à absorber des impacts. On le voit avec le combat de Paddy Pimblett, d'ailleurs, ce week-end. Que tu avais combattu. Ouais, que j'avais combattu. Et d'ailleurs, bon exemple, il casse ma posture dès le premier round. Avec un rush, son bras arrière, il me touche derrière la tête, tu vois. Et tout. J'étais pas KO, mais j'ai quand même perdu l'équilibre. Et du coup, c'est un très bon exemple d'ailleurs, ce combat-là, à mes dépens. Mais là, le combat qu'il a eu ce week-end, j'ai trouvé que son adversaire arrivait souvent à lui faire perdre sa posture. J'ai trouvé. Et ça peut être une clé pour la suite. Mais bon, ouais, en ce moment, du coup, pour la faire courte, c'est la posture. Est-ce que tu crois que, même si en ce moment il est hors compétition depuis un bout de temps, mais Connor, notre copain Connor, on a vu une évolution dans sa posture et on a vu une évolution pas positive. C'est-à-dire que le Connor de la grande époque où il dominait tout le monde et tout, il avait une posture, justement, il était tout le temps sur ses appuis, hyper disponible, prêt à attaquer, à contrer et tout. Et puis, au fur et à mesure, on a vu ses appuis qui se sont rapprochés. Il a pris plus une posture de boxe anglaise. Peut-être après, c'est lié à son entraînement de boxe qu'il avait fait pour Mayweather, j'en sais rien. Mais il arrive plus, il arrivait plus trop à avoir sa posture d'avant. Est-ce que tu crois que la perte de succès qu'il a eue, c'est lié justement à ça, qu'il a plus une posture bien comme avant? Bah, déjà, c'est comme toute victoire et défaite, c'est multifactoriel. Le pilier central, je pense que c'est vraiment la posture. C'est l'attitude mentale dans laquelle tu rentres en combat. Ça, c'est un. Et ensuite, ta posture. Et après, tout le reste va découler de là. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, c'est les maillons centrales de ton combat. Si tu pars en déséquilibre mental et physique, ça va être difficile de gagner. Même si tu peux te refixer en combat. Après, il y en a qui arrivent à compenser, hein, je dis pas. Mais tu regardais des combattants comme Prince Nassim Ahmed, qui était tout le temps, tu avais l'impression qu'il était tout le temps hors posture. Mais en fait, sa posture, c'était de faire croire à son adversaire qu'il était hors posture, d'une posture à l'autre, justement, pour pouvoir timer, etc. Maintenant, Connor, franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est difficile de dire quelque chose Parce qu'il combat plus comme avant, tu vois. Ah ouais, non, il combat plus comme avant. Il combat plus comme avant. Et ça marche plus. Il est dans une phase de je vais créer un style et je vais réussir à faire plus de dégâts, être meilleur dans ce nouveau style, mais il me faut du temps pour le maîtriser. C'est possible. J'ai trouvé qu'il se prenait. Ouais, en tout cas, ses adversaires ont trouvé la clé. Enfin, il y en a plusieurs qui ont trouvé la clé quand même. Maintenant, je sais pas. Peut-être qu'il va revenir. C'est un génie, faut pas oublier. Hein. C'est un mec, il est hyper doué, très très intelligent. Comme on a parlé tout à l'heure, entre ce qu'il montre sur les réseaux sociaux et sa manière de s'entraîner, il y a quand même un monde. Voilà, je sais pas, d'instinct, j'ai envie de dire, ça va être dur. Parce que il y a le côté mental, le confort de la vie de tous les jours, mais ça, c'est ce que tout le monde dit et c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, il semble avoir un rythme de vie qui ne va pas allumer. C'est pas parce que tu as beaucoup de sous que tu combats pas bien, c'est pas ça. Mais c'est comment tu vis. Est-ce que tu gardes ce feu sacré, tu sais, cette volonté de gagner, d'aller au charbon, au charbon, tu as compris ce que je veux dire, de gagner quoi qu'il arrive, je sais pas. Et des fois, le mental, souvent, influence aussi sa posture. Tu vois, comment il va combattre et tout. Donc, pour répondre à ta question, il y a autant de chances. Pour moi, pour le moment, il y a autant de... ça va être dur. Il a pris quand même un gros physique, il est balèze de ouf, ça va influencer son style. Je pense que c'est difficile qu'il revienne comme avant, mais c'est possible. Ouais, après, c'est vrai que justement, moi j'ai l'impression qu'il a été trop sur la partie physique, tu vois, moins sur la technique et tout ça, là où il est. Enfin, tu sais, avec Cabanas qui disait tout le temps de upgrade the software without damaging the hardware. Donc, grosso modo, il était à fond sur le côté
technique et tout ça sans s'abîmer le corps. Et là, tu as l'impression il a basculé, qu'il est vachement sur justement la performance physique et moins sur le développement technique. Et je trouve que bah ouais, il a pas mal perdu. Après, sur le côté combatif, je pense qu'il l'a toujours en lui parce que quand il s'est pété la jambe, moi, j'ai jamais vu. Quand tu vois les autres, c'est pas arrivé très souvent, mais tu vois ceux qui se pètent le tibia, comment ils sont pliés en deux de souffrance et que lui, il était assis en train de dire c'est pas fini, on va. Enfin, c'est lui qui a demandé une interview alors qu'il avait la jambe pétée. Il était capable de parler, de faire une interview et d'être vénère, de dire je t'aurai, machin et tout ça, quoi. Donc, il a encore le truc en lui du combattant, tu vois, qu'il était, mais ouais, son style de vie, c'est sûr que ça a l'air de ne pas être au top, quoi. Bon, après, Ouais, ouais, c'est ça. Bon, c'est après, une on spéculation, mais c'est verra. juste, j'avais cette image, parce que même, je crois que dans ton post Instagram, il y avait Connor et tout ça, mais j'avais cette image de Connor avec sa position un peu karaté hyper large, tu vois, et qui, bah, personne n'arrivait à faire quoi que ce soit avec lui. Et puis après, bah, en fait, quand il a pris une position de boxe, ça, c'était plus du tout le même combattant, tu vois. Et je trouve il y avait, alors c'est pur et c'est pas hyper récent non plus, mais Henry Cerudo, première fois qu'il avait combattu Mighty Mouse, il avait une position, on va dire, plus classique de Muay. Et après, il a adopté, tu sais, sa position bras en avant, un peu karaté aussi. Et c'est là où je trouve qu'il a fait un shift et qu'il est il est passé à un autre niveau, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est intéressant parce qu'il y a des points communs. En fait, la posture de karaté, enfin, je vais pas dire karaté, mais une posture plus jambes écartées, euh, elle permet de vraiment maintenir un peu plus longtemps son centre de gravité entre ses appuis. Plus tu resserres les appuis, plus ton centre de gravité il va sortir, donc moins tu es disponible. Donc en fait, déjà, ça veut dire que tu es moins facilement déracinable, tu vois. Mm. Ensuite, tu risques d'être un tout petit peu plus lent dans les mouvements de buste et en courte distance. Parce que au final, pour faire un déplacement, tu as besoin d'une plus grande impulsion. Parce que tes jambes, elles sont plus écartées. Donc pour Mm. bouger ta base, c'est un peu plus long. Donc voilà, maintenant, ouais, cette base, elle est bien parce que dans le MMA, il y a cette longue distance. D'ailleurs, on va arriver sur un truc intéressant que tu as dit je crois que c'est il y a 5 ans dans une de tes vidéos, Voilà. que tu parlais du hand fighting. Tu te Ouais. souviens? Mm. Et tout. Et là, maintenant, on commence à le voir beaucoup arriver. Tu te souviens, tu te disais comment on pouvait utiliser le l'Opsao et tout Ouais. ça en Le Wing combat de Chun, rue ou en combat de MMA. C'était il y a combien? Je ouais. me souviens plus. C'était il Je y a me souviens longtemps. plus. Ouais. C'était il y a pas mal de temps. Là, on voit par exemple Volkanovski utiliser et idéaliser ses manipulations de bras. D'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante sur Internet qui parle de l'utilisation du trap fighting du trapping pardon Ouais. dans le MMA. Bon, c'est un peu plus court que ce qui se fait dans les arts martiaux type Wing Chun, etc. Mais Mm. c'est quand même il y a quand même la même idée de déviation, de ligne centrale et tout. Du coup, la longue distance, elle permet quand même ça. Elle permet cette manipulation avec le bras avant. Ça te permet de voir venir. Ça te permet de maintenir ses appuis et tout ça. En tout cas, la garde longue. Mais Ouais. Henri Cejudo, il l'utilise beaucoup. On voit dans ses vidéos de stratégie de combat qu'il utilise beaucoup le fait de casser la posture de l'adversaire pour ensuite mettre des coups qui vont être signifiants, quoi, qui vont être significatifs, pardon, qui vont avoir des dégâts. Donc, il casse la garde, il casse les appuis, ce qui lui permet de te mettre hors timing et ensuite faire des impacts ou t'amener au sol. Il utilise beaucoup ce système-là. Et je pense que Parce que Henri c'est la Cejudo, stratégie de la lutte, en fait, appliquée au. Mais c'est pareil, en lutte, si tu attaques quelqu'un qui est en bonne position, bon, à part si tu le prends vraiment de vitesse et que tu le surprends, mais d'abord, en général, tu essayes d'agir sur sa position, la tête, le bras, décaler, tout ça, de le mettre dans une position où il va pas pouvoir défendre, que ce soit avec ses mains ou avec ses jambes. Et du coup, il y a beaucoup ce travail-là, en fait, sur la position et sur les bras. Tu vois, moi, quand j'ai commencé la lutte, même si c'était pas les mêmes mouvements, mais j'ai vu une similitude dans le côté hand fighting justement, parce qu'en lutte, tu as tout ce côté manipulation sur les bras, tout ça, plus le reste du corps, mais je veux dire, souvent, tu as quand même une barrière avec les bras à passer, il faut aller agir sur les bras, quoi. Et Cerudo, c'est un champion olympique de lutte. Du coup, je pense que pour lui, la transposition et la stratégie,
la transposition de cette stratégie-là vers le MMA, elle était assez évidente, quoi. Bah, en fait, et là, tu as coach Barry Robinson aussi qui en parle beaucoup à sa manière. Le fait de... Il y a de plus en plus l'idée que avec le positionnement de tes mains et le contact de tes mains sur la garde de l'adversaire, même si c'est super rapide, c'est des courts mouvements, ça te permet de casser sa posture, de créer des ouvertures, de créer des angles, soit pour te placer, soit pour te déplacer, soit pour frapper, ou alors limiter ses actions. Et on arrive vraiment à ça. Et je pense que ça, là, ça va être ça va être la prochaine étape du MMA, c'est casser la posture de l'adversaire avant de frapper, avant de faire des coups. Parce qu'on se rend compte que c'est un peu la roulette russe. Quand deux combattants sont au même niveau, surtout en pied-point, c'est un peu la roulette russe parfois, le combat. Tu sais, tu sens qu'il y a un moment ou un autre, ça peut flancher d'un côté ou de l'autre. Après, la fatigue, elle augmente les temps. Donc, c'est différent. Mais on arrive vers ça. On arrive vraiment vers quelque chose de subtil où on casse la posture avec des feintes, avec des gestuels, soit même des manipulations de garde et tout ça. Et on sent que l'entraînement là, et les tactiques sur les prochaines années, elles arrivent vers ça. C'est judo. On se rappelle aussi de Machida qui le faisait un petit peu. Tout au début, ensuite Henry Cejudo. Là, on voit Barry Robinson qui entraîne quelques combattants qui font ça. John Jones. Barry Robinson, c'est pas un coach de boxe, lui, non? C'est un coach de boxe, ouais, de striking, mais très intéressant. Il coach pas mal de mecs de MMA. Et il a lui, le truc Million Styles of machin truc et compagnie. Ouais, c'est ça, ouais. Avec le fameux L-step et Rhythm step, les trucs et tout. Donc c'est comme tout, hein. Tout n'est pas appliqué à la lettre, mais en tout cas, l'idée générale de casser la posture et d'être soi-même le plus souvent sur une posture efficace, ça peut paraître con comme ça, hein, mais en combat, c'est vraiment, vraiment important. Tu vois, regarde Khabib, quand il est rentré sur le combat de Conor, avec les mains levées, là, le shield comme ça, il s'est dit, bon, de toute façon, je vais prendre des coups, mais je vais lui mettre la pression pour qu'il parte en arrière, son poids soit sur la jambe arrière et ainsi je puisse l'amener au sol. On voit vraiment que c'était sa stratégie. Après, quand il en parle, il le dit, j'allais avancer sur lui. Je sais que le premier coup, ça allait arriver là. Donc, et comme je m'y attendais, je les prenais fort, mais je savais que ça allait arriver. Et du coup, je pouvais lui mettre la pression. Khabib, il fait d'une manière simple. En fait, il dit, j'utilise mon corps comme un bouclier, je te mets sur le talon et après, je t'amène au sol. Et entre-temps, je mets des météores de Pégase pour casser ta garde, tu vois. Ouais. Et c'est une version simple, mais vraiment, on arrive de plus en plus là-dessus. D'ailleurs, Islam Makhachev, il fait l'inverse. Il casse ta garde, pas pour te boxer, il casse ta garde pour t'amener au sol. Alors, tu vois son high kick suivi de signe de double leg ou de rentrer dans les jambes. High kick, donc tu lèves les mains. Du coup, l'écart entre tes coudes et tes genoux, en tout cas tes hanches, il est augmenté. De ce fait-là, il peut s'engouffrer au milieu rapidement et t'amener au sol. Donc, ta garde, t'es hors posture, tu vois. Ouais. Et cette notion-là, on la retrouve beaucoup, beaucoup. Hein. On la retrouve vraiment de plus en plus à haut niveau. Après, c'est vrai que quand on parlait de la posture, là, du coup, on va dire plus écartée, un peu type karaté, moi, ce que je trouve, moi, personnellement, en tout cas, je trouve que cette position, elle est bien, mais là où c'est plus lent, moi, mon observation, je trouve que c'est sur les coups de pied. C'est plus dur d'envoyer les jambes. Je trouve qu'en fait, si par exemple, je fais de la boxe anglaise, moi, je vais plutôt avoir une position plus large. Alors, toi, tu trouvais qu'on était plus lent. Moi, je me sens plus à l'aise sur mes mouvements de buste si j'ai une base plus large, tu vois, pour esquiver tout ça. Par contre, si je suis en pied-point, souvent je vais vraiment réduire ma position pour pouvoir défendre les low kicks plus facilement et mes jambes elles partent plus vite si j'ai les pieds plus rapprochés, tu vois. Mais il y a quand même assez peu de combattants en MMA qui arrivent à avoir une position, on va dire plutôt type Muay Thai, donc assez rapprochée en MMA parce que tu es quand même pas mal susceptible de te faire amener au sol. Sauf ceux qui sont très très bons au sol ou en lutte et qui en fait s'en foutent qu'on essaye de les amener au sol, tu vois. C'est ça. Non, quand je disais en fait on est plus lent, c'est pour les dégagements. C'est-à-dire que quand tu es collé, après pour te dégager, tu peux faire que des défenses structurelles. C'est-à-dire que quand tu es en courte distance et que tu as les jambes écartées, quand ton adversaire il veut saisir tes jambes, tu vois, en MMA, pour que tu te dégages, c'est plus dur. C'est-à-dire que tu peux moins, t'as plus l'option de reculer d'un seul coup, tu vois, de backup. Tu es obligé de défendre en structure, c'est-à-dire avec tes mains.
Tu dois défendre avec tes mains et ta structure. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Non, pour la boxe anglaise, tu le vois, hein, il y a plein de boxeurs. D'ailleurs, Mayweather, Philly Sheld et les jambes écartées, courte distance, tu vois, c'est clair. Par contre, pour les jambes, le fait que quand on a les jambes écartées, on a les pieds perpendiculaires un peu. Tu vois, tu as un pied un peu à plat et l'autre devant. L'ouverture de la hanche, elle est telle que pour faire un coup de pied, c'est beaucoup plus lent. Tu vois, on le voit. Donc, tu es obligé de limite de faire des fouettés, de lever la jambe droite et ensuite de tourner. Tu vois, c'est pour ça que les karatékas, ils utilisent ça. Mais bah après, tu sais, c'est des adaptations. Moi, je pense que ce que je remarque et ce qui est hyper dur, c'est de voyager d'une distance à l'autre en adaptant sa garde au bon moment et ses placements et ses frappes et sa position pour être le plus efficace et revenir après dans une position, on va dire, de neutralité défensive et offensive, tu vois. Et du coup, ce voyage entre les deux, c'est là où il y a des coups forts. Dans les autres rounds, plus tu avances dans les rounds, plus il y a un état de fatigue, plus ça va être du shield et des défenses en blocage. Et quelquefois, en rotation, ça ressemble plus à de la boxe anglaise avec les coudes. Tu vois, et de temps en temps, une jambe et un peu de lutte en pression. Mais sinon, au début du combat, dans les premières minutes, je ressens qu'il y a plus in and out, tu vois. Ces feintes, en fait, ça va être plus dans le timing et le coup d'œil. Et plus le combat il avance, plus c'est en pression et en le fait d'être hermétique, tu vois, parce que t'es fatigué, ton temps de réaction augmente. La vitesse de l'adversaire, même si elle diminue, parfois il y a un déficit entre les deux. Et du coup, il y a un gros écart entre les deux. Et du coup, tu es obligé d'avoir recours à tes blocages pour pouvoir défendre. Du coup, mais par contre, pour les catégories, c'est marrant parce que quand on regarde les stats, pour les catégories, plus les catégories diminuent en poids, plus cet écart, c'est cette phase où tu vas avoir recours à une boxe un peu plus rugueuse et une lutte un peu plus rugueuse, elle arrive plus tard dans le combat. Tu vois? Et tu regardes des combattants, par exemple Saladin Parnasse, qui pour moi est vraiment un prodige et je pense qu'il manque à être encore plus connu. Ce combattant-là, il a un truc avec son cardio et son coup d'œil qu'il arrive à maintenir même sur 5 rounds jusqu'à la fin du combat. Et son intelligence de combat et de réaction jusqu'à la fin du combat grâce à son cardio, grâce à sa technique aussi, hein, bien sûr, et tout, qui est vraiment intéressante et qui est le contre-exemple à ce que je viens de dire. Non, au contraire, c'est le contre-exemple qui confirme la règle. Lui, jusqu'à la fin du combat, il maintient cette vivacité d'esprit, cette vivacité de perception qui fait le différentiel. Il maintient la même du début jusqu'à la fin du combat. Du coup, ses adversaires, ils descendent et lui, il reste sur la même ligne. Il voit tout rapidement, il réagit aussi rapidement qu'au début du combat. Ça lui permet de rester dans cette moyenne longue distance et de faire des dégâts et même de finaliser des lutteurs et tout, tu vois. Ces combats, ils sont vraiment intéressants sur ce point-là à analyser. Ouais. Ah non, mais lui, c'est un prodige. Je pense qu'il va finir par se faire remarquer quand même par l'UFC, hein, parce qu'il y a un moment. Je pense qu'ils l'ont déjà appelé plusieurs fois, mais à mon avis, c'est pas la stratégie tout de suite de y aller. Et il prend des mecs tellement forts au KSW que je pense qu'à l'UFC, il pourra prendre. Moi, je le vois aller très très haut, ce petit. Hein. Vraiment, il est vraiment, vraiment impressionnant et fort. En plus, c'est un bon gars et hyper discipliné. Il y a. Là, quand ils disent le Kylian Mbappé du MMA, franchement, c'est même Kylian Mbappé. Bon, moi, je suis pas trop foot, mais je pense que et pour les analyses de combat, ces combats, ils sont vraiment, vraiment intéressants parce que tu as l'impression qu'il fait les trucs de manière instinctive, mais en fait, tout est calculé, il ressent tout. Lui, quand tu lui parles, il te dit, ouais, je pense pas, je fais, tu vois. Mais en fait, tac, c'est hyper rapide, c'est très, très fin, c'est un très, très beau MMA. Ouais. Ah, moi, je trouve ça super beau aussi ce qu'il fait. Ouais. J'avais fait un petit podcast avec lui il y a quelques temps. Ouais. Mais et aussi, moi, ce que je m'étais pas mal intéressé, même si c'est pas nouveau, mais à la garde longue, tu vois. Et parce que j'avais fait un stage là-dessus il y a pas longtemps et j'avais re-regardé parce que quand tu regardes en fait même en boxe anglaise, il y en a plein qui l'utilisent et tout ça et ça va souvent avec le côté un peu hand fighting et trapping, tu vois. Parce qu'en boxe, on en voit qui arrivent même avec les gants de boxe à avoir un peu de trapping, des petites déviations, des manipulations, tout ça. Et je trouve que pour le MMA, c'est quand même assez intéressant. Parce que le côté garde hermétique avec les petits gants, c'est quand même beaucoup moins efficace qu'avec des gants de boxe, quoi. Ouais, c'est clair. Après,
Là, je développe beaucoup un truc parce qu'en fait, tu as des combattants qui, oui, c'est sûr, mais tu regardes des combattants comme les frères Diaz et d'autres combattants qui arrivent avec une garde très, très hermétique, haute. Là, il y a un truc qui est intéressant, c'est dans certaines écoles de boxe de l'Est, ils rajoutent le poignet, le positionnement du poignet cassé comme ça sur la tête pour pouvoir absorber. Et même en boxe française, d'ailleurs avec Jérôme Mion, que tu connais très bien, le positionnement des mains, il doit être angulaire, un peu en diagonale, ce qui permet de défendre les directs et les crochets. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, là, ce que j'essaie de développer, c'est pas tes mains qui bougent, c'est ton corps qui descend dans tes mains. C'est ton corps qui descend dans tes mains. Tu descends comme si tu mettais tu descendais dans un scaphandre. Et du coup, ça, c'est très rapide, parce que la ligne scapulaire, elle vient très vite au-dessus du visage, et ça te permet de rester en garde de boxe, de lutte, tout en défendant le visage. Ça, c'est intéressant, ce concept-là, et je vois beaucoup de réussites, notamment avec Alexandra Tekna, qui combat, on améliore beaucoup qui combat à l'ARES, qui fait des beaux combats d'ailleurs, et du coup, qui vient du Sanda d'ailleurs. Ouais. Et on travaille beaucoup ça, et plusieurs autres combattants, ce shield, j'appelle ça un shield dynamique. C'est-à-dire que c'est pas juste je mets les mains et ça vient pas, c'est un shield où je suis dynamique. Tu sais, un peu comme la Monkey Guard, comme on voyait déjà à l'époque. Mais j'ai rajouté ce petit truc du poignet que j'ai vu avec un coach dans le sud, un coach tchétchène qui s'appelle Alim, excellent coach à Nice, mais vraiment une méthodologie à part. Méthodologiquement, j'ai vu, c'est une autre méthode. Par exemple, eux, ils passent pas trop les épaules quand ils boxent. Il n'y a pas de rotation du buste. C'est une avancée du buste, tu vois. Et tout part du point, c'est-à-dire d'abord le point. L'ordre de frappe, c'est toujours d'abord le point, le coude, puis l'épaule, tu vois. Et c'est vraiment différent. Par exemple aussi, quand ils sautillent pas d'avant en arrière, c'est sur place comme ça fait ça. Et ils utilisent un petit peu la gravité, le fait de descendre et de monter pour rajouter de la distance ou en diminuer. Très, très intéressant. Vraiment, à part, c'est à l'occasion de vraiment à part. Et du coup, lui, il me disait ça. Et tu regardes dans les combats de pugilat ou alors les combats de Barnacle et tout, il rajoute cette barrière du poignet. Tu vois. Il rajoute ça, ce qui leur permet d'absorber les impacts et de pouvoir être disponible, de garder une tension. Encore une fois, la posture, elle est importante dans le shield. C'est pas juste je mets mes mains là. En fait, le truc avec le shield, c'est comme c'est pas spectaculaire et que c'est pas trop visible, comme la plupart des choses qui sont pas trop visibles, on passe pas trop de temps dessus. Mais c'est une science, le shield. C'est-à-dire, tout est calculé pour éviter de prendre des impacts. Après, il faut pas rentrer dans un truc éthéré je sais pas, d'arts martiaux fumeux de la montagne du Wudang, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est en fait le shield. Ton shield, il est actif. Que ça soit la position de ton corps, que ça soit les mains, tout est actif. Et quand tu rajoutes la notion lutte dans le shield, plus les coudes, là, on arrive sur quelque chose de vraiment intéressant. En plus, avec le trapping et tout, tu commences à avoir un shield qui est ni passif ni trop défensif. En fait, il est au milieu des deux. Et là, ouais, c'est vers ça que je tends en ce moment pour les combattants qui n'ont pas forcément comme avantage leur coup d'œil et leur vitesse. Le shield, là, va être intéressant. Et est-ce que tu utilises, parce que je sais que les dernières fois où on s'était vu, tu t'aimais bien quand même les blocages qui s'écartaient un petit peu. Beaucoup, ça, c'était un coach, Katel Kubis, le coach de l'American Top Team, qui m'avait montré ça, les blocages de crochets longs. Parce que, tu te souviens, les mecs de l'Est, souvent, ils envoyaient des gros crochets larges et tout. Et du coup, pour jabber, c'était différent. Donc, lui, déjà, il te faisait descendre dans ton jab, caché derrière. Mais en même temps, à tout moment, ton jab peut se transformer un peu comme ça s'appelle comment un Bong Sao. Un Bong Sao, voilà. Un Bong Sao, comme un Bong Sao, là. Et du coup, c'est intéressant. Ouais, on utilise toujours. En fait, là, je cible un truc parce que en ce moment, je suis dessus. Mais on garde la garde longue, on garde tout ça, tu vois. On garde tous ces travaux. Mais ouais, c'est vrai que tout le travail autour de la posture, de pourquoi les mains, elles sont mises comme ça en fonction de telle distance et que le positionnement du corps soit intentionnel plutôt que habituel. Et ensuite,
sais, que ça soit intelligent, que ça soit un peu, que la garde, c'est plus juste une posture où tu reviens pour récupérer. C'est une posture, c'est un peu de la nanotechnologie. C'est une posture qui s'adapte en fonction de ton adversaire, qui te donne des informations, un peu comme on dit en Wing Chun, qui te donne des informations sur la posture de ton adversaire, sur la distance, sur le rythme et tout ça. Y a un combattant, Mehdi Ben Lagdar, qui est très intéressant là-dessus, qui utilise beaucoup la garde longue d'ailleurs. Et j'apprends beaucoup de ces combattants-là parce que tu as l'impression qu'ils sont ouverts, mais en fait, ils sont hermétiques parce qu'ils contrôlent l'espace. Avec leurs bras, on dirait une montre religieuse, tu sais, ils contrôlent l'espace et tout. Très intéressant aussi ce système-là. Mais la garde longue, moi je sais qu'en fait, l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de se dire, bah, mes bras me protègent et l'empêchent d'avancer. Mais en fait, la garde longue, elle fonctionne bien si tu te déplaces constamment avec. En fait, si tu maintiens une distance où l'autre va avoir du mal à t'approcher. L'erreur, je l'ai vu quand j'ai fait le stage et tout, on faisait des petits exercices à thème, c'est de commencer en fait à se figer sur tes appuis et reposer que sur les bras et de se dire c'est bon, avec mes bras, je vais stopper l'autre. L'autre, il va finir un moment par rentrer et trouver une ouverture. Donc la garde longue, c'est plus un barrage qui vient compliquer le travail de l'autre, de trouver un angle et de se rapprocher suffisamment. Mais il faut absolument qu'elle soit accompagnée constamment d'un ajustement de la distance par le déplacement, par celui qui utilise la garde longue. Sinon tu finis par... Enfin, parce que c'est comme une prise de risque. T'es quand même un peu à découvert. Donc, pour moi, ça vient... Bah, on en revient à posture et déplacement, en fait, tu vois. Il faut absolument... c'est plus un radar qui te permet de mieux détecter les changements de distance et de compliquer la vie. Tu vois, je vois, ma femme, elle avait fait le stage avec moi et tout. Et depuis, là, quand on se fait des petits sparring, des fois, elle se met comme ça. En plus, elle a une bonne allonge. Elle me fait chier avec cette garde. Tu vois, mais dès qu'elle commence, si j'accélère et qu'elle se déplace pas et qu'elle se fiche sur ses appuis et qu'elle se met un peu vers l'arrière pour essayer de compenser, là, je finis par réussir à rentrer, quoi. Ouais, parce qu'elle perd un petit peu ce momentum de pouvoir se déplacer, de récupérer le timing, et du coup, bah, en fait, toutes les gardes, elles sont actives. Toutes les gardes, toutes les positions, c'est actif, c'est vivant. C'est pas figé comme un peu en arts martiaux traditionnels où tu restes sur les postures et tout et ça va pas. En fait, c'est fluctuant et à haut niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure. La vitesse d'adaptation de posture et de, de, cap, de capter ces variations de timing et de distance qui font la différence. C'est une partie vraiment très, très cognitive. Tu sais, le MMA, c'est tellement un sport, en tout cas, dans tous ces domaines, dans les 5 domaines qui composent le MMA, c'est vraiment un sport qui est tellement varié que à haute incertitude, comme dirait Lionel Brézéfin, c'est un sport à haute incertitude. Du coup, quand c'est à haute incertitude, tu es obligé de diminuer les données qui peuvent arriver parce que sinon tu es perdu. Tu es perdu, tu peux pas tout calculer comme ça. Ouais. Donc en fait, en diminuant les données et les possibilités de ton adversaire avec tes gardes et avec ta posture, tu vas pouvoir appréhender et anticiper ou en tout cas réagir correctement en fonction des mouvements qui vont arriver, des situations qui vont arriver, tu vois. Et c'est ça, c'est ce que je vois de plus en plus. Hein. Tu sais, tu as l'impression, par exemple, les arts martiaux type boxe, type Muay Thai, type sol, lutte, c'est diversifié de ouf. Tu vois, c'est vraiment, ça explose. En tout cas, Muay Thai pas trop traditionnel, mais si même Muay Thai, tu sais, t'as l'impression que ça, il y a tout peut être fait de manière différente et tout ça. Et en tout cas, le MMA, au début, ça allait vers l'ouverture. Et là, maintenant, on a un peu tout le bagage technique qui peut exister. On a tout. Maintenant, ça va être comment ça va être exprimé, tu vois. Et on a l'impression que là, on arrive vraiment à un MMA. Bah, on y est arrivé. On y est arrivé. Là, c'est vraiment la tactique. Hein. C'est vraiment la tactique et la stratégie. On est vraiment dans ce terre-là. Il y aura des nouvelles techniques, mais ça va être vraiment minime. Ça va être des techniques qui vont te permettre d'appliquer des tactiques et des stratégies. C'est plus comme ça maintenant. Avant, on ajoutait des techniques parce qu'on savait que notre adversaire, il allait pas forcément les maîtriser. Par exemple, j'allais faire je sais pas moi, les coudes. Tu te souviens le clinch de box tie de Anderson Silva. Ouais. Maintenant, tout le monde maîtrise tout. Du coup, c'est la tactique, c'est comment je vais amener les choses qui vont me faire gagner et moins que la diversité technique. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu en MMA une position de clinch. Bon, il y a des genoux, mais la position de clinch de Mouet,
Je l'ai pas vu. J'ai pas Ouais. vu. Je sais pas. Je me rappelle pas. Bah, à part depuis. De toute façon, déjà à l'époque, il y avait presque que Anderson qui arrivait vraiment à le faire, Voilà. mais ouais. Non, et par contre, je me disais avec ton shield comme ça et tout, t'as quand même le temps de défendre les amener au sol. Ouais, parce qu'en fait, la posture, c'est le shield, c'est avant, je me focalisais sur ça. Et du coup, des fois, je me faisais amener au sol. Et même, je me faisais toucher. Donc, j'ai modifié ça là-haut. Maintenant, un shield actif, le positionnement aussi du menton en dessous. Enfin, je vais rentrer dans des détails. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont dire le gars, il est complètement ouf. Mais bon, bref, ce que je fais, en fait, c'est que moi, je réfléchis. Et ça, à mes élèves, je leur dis pas. C'est-à-dire que je leur donne le truc brut pour pas qu'ils aient trop à penser, pour qu'ils restent dans l'instinct. Tu vois, pour pas qu'ils aient. Donc, après, il y a la posture du buste aussi qui doit être adaptée au shield. Et en fait, l'écart entre les coudes et les hanches va déterminer si tu es en posture défensive de lutte ou non. Et aussi la flexion de tes pieds, de tes jambes. Si elles sont trop tendues, tes jambes, tu vas avoir du mal à défendre la lutte. En tout cas, c'était entre la moyenne et la courte distance. Mais l'écart entre tes coudes et tes hanches va déterminer si tu vas pouvoir à la fois boxer et lutter dans cette distance. Donc, c'est assez c'est un peu spécifique, mais ouais. En fait, on dirait une posture dans la moyenne et dans la longue distance. En plus, comme moi, tu sais, je sais pas, je suis vieux, mais comme je vieillis un peu, je m'entraîne un peu moins qu'avant. Tu vois, j'ai l'impression d'entendre des profs à moi qui me disaient ça avant. C'est un délire. Mais bon, toi, c'est un délire. Et du coup, tu dois changer ta manière de pratiquer. Mais ce qui est Hmm. intéressant, c'est que Ouais. j'arrive du coup comme je peux moins, ben, je suis obligé d'adapter pour pouvoir autant qu'avant. Et du coup, ça me permet que quand je coach, comme moi je peux moins, je peux donner un gros panel technique, enfin un gros panel de solutions aux élèves, puisque moi je suis déjà dans la merde tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je suis déjà dans la merde tout le temps. Et ça devient intéressant. Le shield, en fait, il vient du fait que ben, tu as un peu moins de cardio que les élèves pour tenir 4 rounds de 5 minutes. Du coup, tu dois avoir une posture qui va te permettre d'économiser beaucoup d'énergie, mais tout en restant aussi efficace parce que c'est des mecs qui combattent au Cage Warrior, c'est des gars qui combattent partout. Donc, tu veux pas te faire casser la tête. Donc, tu as quand même cette exigence d'efficacité, tu vois, en sparring. Tu veux quand même pas perdre, tu vois. Alors, tu fais avec les moyens que tu as. Et du coup, je développe cette posture, ce shield dynamique, tu vois, qui permet de boxer de loin, de près et tout ça. Et là, ça devient intéressant. Même si je ne crois pas aux solutions miracles, c'est un petit outil dans la manche qui compose peut-être 30% du jeu d'un combattant, parce que c'est quand même beaucoup 30%, mais qui permet, en position de doute, de se dire, je suis stable, je ne vais pas prendre trop d'impact, je peux défendre la lutte, je peux défendre les frappes. C'est bon, j'ai ça dans la poche. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je développe beaucoup ça, quoi. Mais je pense que de toute façon, enfin, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire comme tu dis, d'analyser beaucoup les combats en fait. Parce que Ouais. ce soit et alors dans le MMA, mais même dans d'autres trucs, tu sais, moi, en regardant, en cherchant un peu qui utilisait la garde longue et tout dans la boxe, j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs intéressants et récents et beaucoup plus anciens, même du George Foreman et tout ça, qui utilisait la garde en croix, mais la garde longue, des manipulations. Tu regardes les combats de George Foreman quand il est revenu, qu'il a regagné sa ceinture, je sais plus, à 40 ans passés. Il se déplace pas beaucoup. Par contre, bah, ça, t'as des blocages de tous les côtés. Mais c'est pas trop en mode garde hermétique et tout, mais t'as des trucs Mhm. super intéressants. T'as André Ward aussi. André Ward, il est incroyable là-dessus, Et avec voilà. ses Ouais, parades de jab et tout, il est ouais. incroyable. Il fait des trucs de fou, tu vois. La garde longue, les parades de jab, mais c'est pas genre une stratégie et tu fais que ça. C'est pas je fais que de la garde longue, tu vois. Même Bivol, il utilise la garde longue, mais des fois il est en garde traditionnelle. Il va envoyer un jab et après son jab, il C'est va se ça. mettre en garde longue pour empêcher le mec de contre-attaquer. S'il a une ouverture, il envoie. Et faut savoir passer bah, d'une tactique à l'autre en quelque sorte en fait, enfin modifier sa stratégie en cours de combat en fonction de l'action, en fonction de la distance et tout ça quoi. Il y a Mhm. Ouais, un ouais, mec c'est ça, là c'est ça. que j'ai trouvé hyper impressionnant, c'est le cousin de Khabib là, qui s'appelle Nurmagomedov aussi, je sais plus comment. J'avais envoyé la vidéo l'autre fois à David Errant, je sais pas si tu l'as vu lui. Il est pas encore dans des grosses orgas, mais
il a l'air d'avoir le sol quand même C'est de Ousmane, la je crois, famille. Ousmane, C'est un truc comme Ousmane, ça. ouais, voilà, Ousmane, ouais. Alors lui, il a un stand-up de ouf. Il est au Il a une... Bellator. Ouais, ouais, ça fait pas longtemps, je crois qu'il est au Bellator. Mais lui, je le trouve hyper impressionnant, tu vois, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à analyser aussi dans son style. Mais parce qu'il a le sol de la famille Nurmagomedov, mais avec un stand-up, c'est pas la même, quoi. Et même sa jambe avant, il l'envoie T'as sans vu en mode appel. karaté, elle part Ouais. vite. Parce que là-bas, ils ont beaucoup une influence du taekwondo et du kung-fu. Ils ont des Mm. grosses écoles de Sanda et de Sanchu là-bas, tu vois, au Ouais. Daghestan. Donc, ils ont ces jambes rapides. Mais tu sais, en parlant de cette école-là, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai vraiment envie d'aller voir, tu sais, rester 2, 3 semaines et voir comment ils se préparent parce que c'est moins la technique qui m'intéresse, c'est plutôt l'idée. Parce que tu regardes des gars comme Khabib, ils combattent d'une certaine manière, mais déjà, tu as la transition, tu as Islam Makhachev qui combat d'une Vraiment. autre manière. Ouais. Mais tu sens que c'est la même école, hein, tu sens que c'est la même chose. Mais par exemple, il a pas rajouté, Islam, il a pas rajouté des gros middle type box taille hyper large, tu vois. Il rajoute, c'est un peu défouetté, tu sais, pour pas que ça soit saisi et tout. Donc tu sens qu'il y a une vraie réflexion de MMA intégrée, tu vois. C'est vraiment ça. Ça, c'est intéressant. J'aimerais bien voir comment ils construisent notamment leur tactique et leur stratégie. Parce que de là va découler ta logique de quelle technique tu sélectionnes pour le combat. Et c'est vraiment intéressant. T'as l'impression que c'est des mecs hyper durs et tout, ils font du sparring et tout. Et en fait, non. Tu sais, qu'ils font que du sparring, ils se pètent la gueule et il y en a sur 1000, t'en as 2 qui ressortent fort. Et en fait, non, c'est des écoles qui, tu sais, qui s'entraînent depuis longtemps, avec sérieux, avec stratégie. Quand tu écoutes Khabib, son père, il lui mettait toute la journée des objectifs à atteindre, tu vois, et toutes ces journées, elles étaient comme ça. Donc, tu sens il y a une vraie méthodologie de réflexion qui est moins romancée que celle des Américains, par exemple, qui, eux, ils vont te dire direct, je fais A, je fais B, je fais C, je teste, et tout ça. Eux, ils vont pas te dire, je fais des tests et des évaluations. Ils vont pas te dire ça, mais en fait, ils le font. C'est fait. C'est-à-dire que le coach, de manière intrinsèque, fait des analyses, fait tout ça, et des remédiations. C'est comme s'il avait plein de projets, et il mettait à bien, il faisait évoluer ses projets avec chaque combattant, tu vois. Et une clé qu'on m'a dit, faudrait voir si c'est vrai, c'est que pour 10 à 20 combattants, tu as un coach dans un cours. C'est-à-dire que tu n'as pas qu'un seul coach, tu as plusieurs coachs, plus un head coach, tu vois. Du coup, tu as quand même un suivi des combattants qui est particulier. En tout cas, dans certaines écoles les plus, les plus, j'allais dire, successful, celles qui sont les plus victorieuses de là-bas. Mais cette approche, elle est intéressante. Je pense, je pense que la méthodologie de l'entraînement, elle est vraiment impressionnante. Elle est vraiment, vraiment intéressante à développer. Je pense qu'en France, là, d'ailleurs, en ce moment, ça fait une transition, une fin, un début, n'importe quoi. Euh, on commence à voir ça de plus en plus. Tu sais, je me déplace avec la Fédé dans les différentes régions et je rencontre plein de clubs. Et d'ailleurs, pas que des clubs connus. Et ça fait super plaisir de voir. L'autre jour, je parlais avec un coach de Maubeuge, tu vois. Et le coach, il était, tu sais, tu parles, tu sens que c'est quelqu'un qui est hyper réfléchi sur ce qu'il fait, tu vois. Alors, il va pas rentrer dans tous les détails et tout, mais tu sens que c'est très précis, c'est très fin. Et c'est du MMA. C'est du MMA. On parle pas d'un autre sport, c'est du MMA. Et c'est intéressant. On arrive à quelque chose comme ça avec un MMA un peu, je vais pas dire à la française, mais on arrive avec cette culture du MMA et cette culture de la performance. On savait s'entraîner, mais il y a des étapes, tu sais. Il y a apprendre à faire du sport, apprendre à s'entraîner pour la compétition, apprendre à gagner, tu vois. Et la dernière étape, apprendre à gagner, je pense qu'on a mis du temps à la développer en MMA, en France. Et là, on y est. On y est grâce au travail de grandes écoles, grâce au travail des médias, dont tu fais partie, qui donne beaucoup de matériel, je sais, qui influence beaucoup, beaucoup les gens. Mais là, on arrive à quelque chose sur le territoire où vraiment, tu as une intelligence. D'ailleurs, on l'a vu au championnat d'Europe. Hein. On est parti avec 9 combattants de toute la France. Hein. Sur 9 combattants, on a fait 6 médailles. Ouais. À un certain moment, en France, c'était impossible de faire ça. Mm. Et tu regardes la réussite, le taux de réussite sur les takedowns et nos travail contre la cage, on a le taux le plus élevé en Europe. Plus que les Irlandais, les Anglais, les Ukrainiens et tout ça.
ça montre quand même que on a fait un pas, hein, parce que tu te souviens, il y a quelques années, c'était pas comme ça. Hein. C'était pas comme ça. Du coup, cette méthodologie, cette intelligence de préparation, cette intelligence aussi de s'adapter aux combattants et cette compréhension du MMA, mais profonde et en même temps que tu peux vulgariser, c'est-à-dire que l'élève, le combattant, il sait même pas tout ce qu'il y a derrière, toute ta réflexion. Toi, tu fais le travail de mise en place et lui, tu lui donnes juste les bribes qu'il a besoin pour appliquer parce qu'il faut que dans la cage, il reste instinctif, tu vois. Après, des combattants plus ou moins, ça dépend. Mais du coup, on arrive à quelque chose d'intéressant. Maintenant, carrément, on en vient à analyser des combattants français, tu vois. Tu regardes le dernier combat de Michael Lebou, hyper intéressant. Tu regardes certains gars, comment ils s'appellent n'importe quoi. Saladin Parnasse, super intéressant, sa gestion de la longue distance. Tu vois, il y a plein de mecs comme ça qui sont maintenant, on n'est plus obligé de regarder tout le temps à l'étranger, même en France, on a nos spécimens à nous, à étudier, on a nos cas d'études. Et c'est vraiment chouette. Alors là, pour le coup, tous les coachs font un super travail. Tu regardes, pas que les grandes écoles d'ailleurs, plein de petites écoles font un super taf. Tu as une école là qui fait de gros résultats qui est vers Saint-Etienne avec Yanis Cherfa et tout. Pareil, les mecs, pourtant, c'est pas l'American Top Team, ils n'ont pas les dispositions de l'American Top Team en équipement et tout. Et ils arrivent à pratiquer. Et pourtant, ils commencent à avoir de plus en plus d'équipements et tout ça. Mais je veux dire, ils ont des méthodologies qui portent des résultats souvent, tu vois. C'est pas des mecs qui vont publier sur YouTube et tout ça, mais par contre, c'est des gars, ils font des résultats, mais souvent pas avec un gars, avec plusieurs gars. Et quand tu parles avec eux, ils cassent pas leurs combattants, ils font attention à leur carrière, ils choisissent bien leur combat. Quand ils les préparent, ils font attention à la charge de travail. Tu sais, ça, cet état d'esprit général, il commence vraiment à imprégner le territoire. Et là, on arrive à quelque chose où on va avoir un peu comme ce qu'on a dans le foot, mais en MMA, je pense. Une vraie professionnalisation. Là où c'était avant, c'était un peu du n'importe quoi. Il y avait toujours cette notion du no pain, no gain, du bourrin, machin et tout, qui était quand même fortement présente. Et là, on commence à avoir quelque chose de plus réfléchi et plus intelligent, je trouve. Ouais, ça arrive. Ça fait plaisir en tout cas de voir ça et de pouvoir participer à ça. C'est top, tu vois. Là, quand tu as l'UFC à Paris qui arrive ou alors et que tous les Français y gagnent, c'est complètement ouf. Tu vois, c'est d'une beauté indescriptible de voir ça, tu vois. Peu importe, en plus, maintenant, avec sur les réseaux sociaux, les guerres de clubs, de lui, a fait ci, ça et tout. Ça, c'est des trucs, tu sais, comme ça, nous, on s'en fout, tu vois. Nous, on est dans la matière dure, c'est-à-dire le combattant et ce qu'il fait dans la cage et ce qu'il fait à l'entraînement, tu vois. Et c'est toi comme moi, c'est ce qu'on essaie c'est notre point de focus, tu vois. Et quand tu vois ça, on arrive à quelque chose. Et tu sais, ce que je kiffe, ce que j'aime beaucoup, c'est même chez les loisirs, t'as ça. C'est-à-dire que maintenant, ils arrivent, ils ont une certaine culture, tu vois. Même si je vais pas dire qu'ils sont tous forts, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils arrivent, ils savent un peu ce que c'est de la lutte, des takedowns, des trucs et tout. Donc ils arrivent, ils ont déjà cette culture. Et ça devient vraiment intéressant. Il y a une éducation qui se fait à travers tout ce qu'ils voient, toutes les sources d'infos que tu peux avoir sur YouTube, Instagram et compagnie. Les gens, par rapport à, tu vois, nous, il y a 20 ans, c'est un autre monde, quoi. Franchement, si tu reviens 20 ans en arrière, c'est n'importe quoi. C'est tellement l'accès à l'information pour celui qui veut. Alors, des fois, il y a trop d'informations et donc ça peut être compliqué de faire le tri et tu peux suivre des mauvaises idées. Mais globalement, les gens sont quand même vachement plus éduqués sur plein de concepts qui étaient hyper avancés il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est devenu des trucs communs, quoi. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est simple. Tu peux lire un livre, on peut lire un livre, et je vais lire un livre, je sais pas, sur comment économiser de l'argent et manager mon budget à la maison. Je peux le lire 10 fois. Je mets jamais en place les conseils, ça sert à rien. Ça va pas me servir. C'est un lieu commun, ce que je suis en train de dire, mais et pareil là pour tu sais, moi, j'apprends beaucoup avec les instructionnels. J'apprends vraiment beaucoup. Je me souviens, par exemple, ma garde assise, c'est une de mes gardes préférées pour le sol.
je l'ai principalement développé grâce aux instructionnels de Marcelo Garcia. Ouais. Et donc, et en structurant. Après, ce que j'essaie de faire avec les élèves lors de mes cours, c'est que je leur laisse 15 minutes d'expression libre. C'est-à-dire, maintenant, 15 minutes où travaillez le truc que vous avez besoin. Soit en rapport avec le cours, soit rien à voir avec le cours. Mais vous travaillez ce que vous voulez. Et du coup, pour qu'ils puissent driller, tu sais, ce qu'ils aiment bien, à la manière dont ils veulent. S'ils veulent tourner, ils tournent. S'ils veulent, tu vois. Ouais. Et Internet, c'est bien. D'ailleurs, on revient sur ce qu'on disait juste avant. C'est une utilisation éclairée. Enfin, éclairée, ça fait un peu... mais une utilisation volontaire d'Internet, elle est des réseaux sociaux. En tout cas, des données présentes sur les réseaux sociaux, elle est intéressante, tu vois. Plutôt que se concentrer sur le gossip ou les trucs comme ça, on en a rien à foutre. Enfin, on s'en fout parce que ça alimente juste notre curiosité malsaine. Mais sinon, la technique et tout, les méthodes de développer la technique, le timing, le coup d'œil. En fait, tout ce qui est, toutes les méthodes, on n'a jamais eu autant de méthodologie et de données pour développer du talent. Ouais. Maintenant, n'importe qui, n'importe quel club peut, s'il cherche correctement, s'il sait chercher, s'il sait retranscrire ce qu'il voit dans le milieu digital, dans sa pratique, il peut améliorer son niveau. Par exemple, tu prends 4-5 mecs qui sont dans la Creuse, où il y a, enfin, je dis la Creuse, mais ça se trouve, il y a un super club là-bas que je ne connais pas. Donc, une région un peu désertée, qui veulent commencer en MMA. S'ils sont constants et qu'ils sélectionnent bien les informations, de temps en temps, ils vont faire des stages de manière ciblée, tout ça, pas juste du tourisme martial, c'est pas forcément négatif, mais s'ils veulent s'améliorer, je veux dire, ils sélectionnent bien et tout ça, ils peuvent vraiment progresser, même entre eux, en ayant des contenus digitaux. Hein. Il y en a plein. Hein. Tu écoutes même des combattants de l'UFC qui ont appris des trucs grâce à des instructionnels. Ils le disent. Mais après, j'ai même entendu Dimitri Johnson qui disait qu'il avait mis des soumissions à un entraînement. Sur le chemin, il avait regardé un truc sur Instagram, même pas, et du coup une formation payante et tout, et qu'il avait dit c'est cool ça, je vais essayer, et qu'il avait surpris les mecs à l'entraînement avec ça, tu vois. Alors que alors c'est pas un champion de grappling, mais bon, il est très bon au sol. Il s'entraîne tous les jours, et il a vu un truc sur Instagram qu'il connaissait pas et qu'il a mis en application directe, tu vois. C'est ça. Tu sais, des fois, tu as des trucs qui cliquent comme ça, qui vont être des triggers qui vont te permettre, mon corps, il peut faire ça. Et des fois, ça te parle parce que c'est déjà une gestuelle qui correspond un petit peu à ce que tu fais. Donc, tu sais, ça va sortir naturellement. Mais vraiment, là, on est dans un moment où c'est pas dire aux gens quoi faire forcément, mais c'est leur dire, leur donner des exemples de réflexion et comment savoir ce qui est bon pour eux et comment aussi l'entraîner. Parce que souvent, ils ont des techniques, mais ils ne savent pas comment faire pour avoir une acquisition technique. Ça, c'est un gros questionnement que je rencontre beaucoup, c'est comment je fais pour avoir la technique. Même au niveau des combattants pros, hein. Moi, je te pose la question à des coachs de dire, OK, combien de fois il faut répéter une technique? C'est pas forcément le nombre, hein, mais je fais exprès de dire le nombre. Comment la répéter pour faire qu'il y ait une acquisition technique jusqu'au combat? Tu vois? Donc, ça passe de répétition technique à l'arrêt, avec résistant, avec plateau de résistance, et puis en mouvement avec plus de résistance, puis à thème, plus avec des débutants en sparring, puis avec des avancées, tout ça. Et tu arrives progressivement, mais il faut se forcer, il faut rester constant. Mais en tout cas, si tu sélectionnes bien, tu peux, avec la bonne méthodologie de travail, franchement, tu peux apprendre n'importe quoi. Il y a même des mecs maintenant qui apprennent à faire des saltos arrière et de la gym sans prof et sans se blesser. C'est pas à pas avec les matériels et vraiment de manière progressive, tu vois. Donc, si ils arrivent à faire ça, je peux te dire que tu peux vraiment apprendre la pédagogie, c'est la clé. Hein. En fait, il faut commencer par comprendre déjà pour faire, et après les mises en situation. Ça, c'est un truc qui est encore quand même hyper fréquent comme erreur, je trouve, dans notre milieu. C'est on fait du travail technique, on fait du sparring, mais il y a rien entre les deux. Tu vois, ça, c'est vrai. Tout ce qui est sparring à thème, mise en situation et tout ça progressive. Et du coup, c'est pas toujours propice. Et puis, ça dépend des gens qu'ils ont en face. Tu peux faire des sparring légers où tu joues, où tu vas pouvoir tenter des trucs. Et puis, des fois, tu as des gens où c'est pas le moment de jouer et de tenter des nouvelles choses parce que le mec, il essaie de te décrocher la tête. Donc, il faut faire des mises en situation. Ça, c'est vraiment un chaînon manquant, je trouve, tu vois.
T'as dit propice. C'est le mot. Ouais. Le mot propice, c'est ça. C'est parfois c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Tu sais, il y a Henri Cejudo. Il a une autre méthode pour se préparer qui est très très moderne. En fait, il parle pas. Il met pas. La plupart des combattants, ils disent bon, je vais faire 2 fois par semaine du MMA, 2 fois par semaine de la lutte, 2 fois par semaine du sol, 2 fois par semaine du striking, 2 fois par semaine de la préparation physique. Voilà. Et là, je vais récupérer là et tout. Lui, il fait pas ça. Lui, il fait le lundi matin drill comme s'il avait un combat le soir. C'est-à-dire, il drill, il se met en jambes 1 heure, il répète ses gammes, tout ça. Le soir, il fait sparring. Sparring, 3 fois 5 minutes, mais avec échauffement. Et dès qu'il sort, analyse vidéo. On regarde ce qu'il a fait. Et de ça, son adversaire, le soir, il va soit imiter son prochain adversaire, soit ça va être un adversaire qui va, s'il n'a pas de combat, qui va le faire travailler sur ses points faibles. Tu vois. Une fois qu'il a fait l'analyse vidéo le soir, la semaine est définie en fonction de ce qu'il doit travailler. Tu vois, avec des séances qui sont que définies autour de ça. Et après, le samedi soir, il refait une mise de gants en situation MMA, comme s'il allait combattre. Du coup, là, il est vraiment dans l'évolution. En fait, souvent, on s'entraîne, mais pour s'entraîner, et on se dit peut-être qu'il va y avoir un transfert. Et le combattant, il fait toute la préparation physique, toute la préparation mentale. Et le jour du combat, il se dit putain, je doutais, j'étais pas bien. C'est normal, c'était tellement éloigné de ce qui allait se passer le jour du combat qu'il ne peut pas se sentir bien dans la cage. Tu vois. Donc voilà, cette méthodologie de analyse, évaluation, mise en place d'un programme d'entraînement, reanalyse et remédiation, et ensuite reanalyse et tout ça, c'est la seule qui permet la progression. Sinon, on se retrouve avec des mecs qui sont juste, c'est au petit bonheur la chance. Le mec, il est en accord avec ma méthode de travail, il aime bien, il est fort dès le début. Et ben ça sera toujours le même fort. C'est le même gars qui va rester fort. C'est ce qu'on parlait dans notre podcast qu'on avait parlé avant, mais là avec un peu plus de détails. Et là, cette méthodologie-là de Cejudo, elle est vraiment intéressante parce qu'on passe d'un mec, comme tu as dit, qui se faisait boxer par des gars, alors qui a un niveau olympique en lutte, donc qui a des patterns très très typés lutte, qui arrive à l'UFC, qui commence à boxer c'est qui, c'est TJ Dillashaw, c'est ça, qui boxe des mecs incroyables, hyper contre Demetrius Johnson, il revient, t'as l'impression qu'il a sorti un autre style, il revient, il lui fait du karaté, quoi. C'est ouf. Ouais, non, c'est clair, et lui, il a fait une évolution, et même là, de ce qu'on entend, même en tant que coach, maintenant, il y en a qui vont le voir et tout, il a l'air d'être hyper intéressant. Bah là, il prévoit son comeback, théoriquement, je crois, contre Aljamain Sterling, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Ah, ça serait ouf. S'il gagne, c'est complètement fou. Hein. Parce que déjà, ce combattant Aljamain Sterling, il est très très fort. Il a un système de prise de dos qui est incroyable. C'est-à-dire son chain wrestling entre lutte et prise de dos, c'est fou. Tu vois, et il a un système de backpack dans le dos là, de finalisation et de contrôle du dos qui est juste le meilleur, probablement le meilleur du roster de l'UFC pour le moment. En tout cas, de ce que j'ai vu. Hein. Et ça peut être, ce combat, il peut être vraiment intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais, non, bah, on va voir. J'espère que ça va le faire. Bon, je sais que tu as du boulot, donc je vais pas te retenir plus longtemps. C'était cool. Bon. On n'a pas eu le temps de parler un peu de tout ce qui était prépa physique, mais on verra peut-être une autre fois. J'en fais plus. Je fais de la gym maintenant. Non, mais ça pourrait être intéressant de voir un peu ce que tu fais en prépa physique, même pour tes compétiteurs et tout. Enfin, c'est peut-être pas toi qui gères, mais voir un peu des nouvelles idées là-dessus, mais ce sera pour une autre fois. Ouais, ça marche. Ça la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Bah, merci en tout cas, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, d'échanger et tout, de s'exprimer sur ces sujets-là. C'est cool. Yes, c'était top. Bah, écoute, merci. Puis on se prévoit une autre fois. Vas-y, à plus tard, Greg. Salut. Yes, ciao.